Chaque avancée scientifique raconte une nouvelle histoire. Et ce sont ces histoires, piquantes ou vertigineuses, que nous aimons raconter dans les pages d'Epsilon, le nouveau magazine d'actualité scientifique. Chaque semaine, je vous embarque dans l'enquête d'un journaliste de la rédaction. Je suis Valérie Greffose et vous écoutez le podcast d'Epsilon. Il y a quelque chose qui m'échappe. Mais tu as peut-être fait une erreur quelque part. Impossible, j'ai tout vérifié 2 fois. Les mathématiciens le cherchent depuis plus d'un siècle. Lui, c'est le troisième infini. Celui qui pourrait se cacher entre l'infini des nombres entiers, c'est-à-dire 1, 2, 3, etc., et l'infini des nombres réels, ceux qui possèdent une virgule suivie d'un nombre infini de chiffres, comme pi par exemple. Ce troisième infini, c'est une saga mathématique. Personne ne sait s'il existe, ni à quoi il pourrait ressembler. Et faute de mettre la main dessus, les mathématiciens avaient fini par penser qu'on ne pourrait jamais prouver son existence. Ni son inexistence d'ailleurs. Il était indécidable. Et voilà qu'il revient sur le devant de la scène sous la forme d'une controverse scientifique. 2 camps de mathématiciens s'affrontent aujourd'hui, arguant tour à tour qu'ils sont sur le point de faire pencher la balance d'un côté et de l'autre. Le journaliste Roman Ikonikov les a interrogés. Il nous plonge dans cette bataille au sommet de l'Olympe mathématique. Nous ne sommes que des explorateurs de l'infini à la recherche de la perfection absolue. Roman, c'est une vieille histoire, ce mystérieux troisième infini. Oui, enfin une vieille histoire. Ça remonte à 150 ans, en réalité. C'est le mathématicien allemand Georges Cantor qui a posé ce problème tout en découvrant les infinis. Il s'est demandé, entre les 2 infinis qu'il avait découverts, l'infini des nombres entiers et l'infini des nombres à virgule, il s'est demandé s'il n'y avait pas un infini intercalaire entre les 2. Donc, qui dit troisième infini, dit premier et deuxième. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur ce que sont les 2 premiers infinis ? Alors, l'infini des nombres entiers est l'infini le plus intuitif. C'est 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Et on voit bien que si on donne un numéro entier quelconque, allez, 2353 milliards, on peut toujours rajouter 1 et on en trouvera un nouveau. Cette intuition-là de la suite illimitée des nombres entiers a conduit Georges Cantor à dire il existe un ensemble infini de nombres entiers. Concernant les nombres à virgule, qu'on appelle les nombres réels, si on donne un nombre à virgule quelconque, par exemple 1,3, 2, 4, 6, 7, 8, etc., on peut toujours rajouter n'importe où un nombre supérieur et on construit comme ça un nombre réel plus grand que le premier. Si les nombres entiers sont infinis, a fortiori, les nombres réels sont infinis aussi et contiennent les nombres entiers. Et alors justement, est-ce que ces 2 infinis se valent ? Non. Alors, ça, c'est une des grandes découvertes, disons, de Cantor, c'est que l'infini des nombres entiers contient un nombre inférieur, tout en étant infini, un nombre inférieur de nombres que l'infini des nombres réels. La réalité est différente. J'ignore un tas de choses encore. Ah, mais c'est déjà bien de savoir ça. Et voilà comment les mathématiques se sont retrouvées en présence de 2 infinis, un petit et un grand. À l'Institut de recherche en informatique fondamentale de Paris, la mathématicienne Myrna Djamonia revient sur cette démonstration fondamentale, faite par Georges Cantor, de la différence entre ces 2 infinis. Quand Cantor a commencé de regarder les nombres infinis, il voulait vraiment avoir les nombres infinis, pas simplement l'idée d'un infini, il voulait nommer l'infini. C'était sa grande contribution. Et donc, comment on va compter l'infini? Et il s'est basé sur l'idée comment un enfant va compter, par exemple, sans avoir la langue. Très souvent, on pense que compter et avoir un langage, c'est relié. Mais en fait, ce n'est pas relié. Si vous prenez un enfant, vous lui donnez 2 pommes, il va mettre ses 2 doigts. Ça va être le concept de.
Donc, Cantor a travaillé avec ces concepts qui disaient que si vous prenez deux ensembles, si vous pouvez le mettre dans une bijection, c'est-à-dire une correspondance qui est un par un et qui couvre les deux ensembles, alors ils sont de la même taille. Et il a démontré que l'ensemble des nombres naturels n et l'ensemble des nombres réels r ne sont pas dans cette correspondance. Donc, les deux sont infinis, ça c'est bien clair, mais ils ne peuvent pas avoir une correspondance qui dit qu'ils sont pareils. Voilà, donc c'est dans ce sens-là qu'on dit que ces infinis sont différents. Pourquoi alors un troisième infini, Roman ? La réponse est logique. Pourquoi pas ? C'est-à-dire, quand on a identifié deux objets mathématiques, qui sont bien distincts l'un de l'autre, mais qui sont dans un rapport d'ordre, de grandeur, et bien naturellement, on va se demander, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose entre les deux ? C'est la question que se sont posées, j'imagine, les hommes préhistoriques, quand ils ont découvert le 1 et le 2, et ils se sont dit, ouais, d'accord, mais entre les deux, il n'y a pas quelque chose. Et Georges Cantor y a répondu comment alors ? Eh bien très vite, Georges Cantor, à travers des arguments mathématiques, a considéré qu'il n'y avait pas d'infini intermédiaire entre les deux. Mais il n'a jamais réussi à le démontrer. On a appelé ça, dès lors, l'hypothèse du continu. Et alors, c'en est resté là ? Non, c'est pas resté là. Le problème a survolé les mathématiques et entre 1938 et 1963, Kurt Gödel et Paul Cohen ont démontré, disons avec des démonstrations complémentaires, que la question l'hypothèse du continu, à savoir est-ce qu'il existe un infini intermédiaire entre les nombres entiers et les nombres réels, finalement n'avait pas de réponse. Et c'est possible en mathématiques une question qui n'a pas de réponse ? Oui, tout à fait. On appelle ça les indécidables, ce qui fait qu'en fait, on peut très bien travailler avec l'hypothèse qu'il existe un infini intermédiaire entre les deux infinis, ou qu'il n'en existe pas. Et on construira des théories mathématiques alternatives, comme il existe des univers alternatifs dans la science-fiction. Sauf que le problème ressurgit aujourd'hui, c'est ça ? Oui, le problème ressurgit parce que cette réponse de Kurt Gödel et Paul Cohen, tout en étant absolument rigoureuse et incontestable, ne satisfait personne. Parce que la démonstration est de nature logique et pas mathématique, c'est-à-dire que logiquement, on ne peut pas répondre, mais bon, la logique n'est pas toujours équivalente à la mathématique. Donc les mathématiciens ne se sont pas satisfaits de cette réponse logique et ont continué à chercher une réponse mathématique. Du coup, il s'est créé deux groupes opposés. Un groupe qui pense qu'il existe un infini intermédiaire entre les deux infinis connus et un groupe qui considère qu'il n'en existe pas. Je te parie qu'avec un bon ordinateur et un bon opérateur, on peut tout réduire à des chiffres, même la musique. Toi, tu devrais changer d'obsession. Bon, je te disais ça comme ça. Quand un mathématicien veut démontrer l'existence de quelque chose, comment s'y prend-il ? Est-ce qu'il part d'un axiome, c'est-à-dire d'une proposition, et avance pas à pas ? Ou bien est-ce qu'il sait à l'avance où il va ? Myrna Jamonia. Je pense que les plus grands ont cette habileté de voir un peu où on va aller. Le mathématicien lambda part avec les axiomes, ils essayent, et s'ils n'arrivent pas, ou il a une démonstration que la chose qu'ils veulent démontrer ne peut pas se démontrer par les actions qu'il a, il va alors explorer d'autres actions qui vont pouvoir éclaircir la situation. Donc, il faut vraiment intégrer cette idée de la relativité. Je pense qu'elle n'est pas assez intégrée dans la communauté des gens qui lisent les mathématiques parce qu'il y a cette idée que les mathématiques sont absolues. Mais tout est relatif aux axiomes, à la logique qu'on utilise et au contexte.
Est-ce qu'il y a un univers dehors de nous qui est unique? Ça, en fait, ce n'est pas important dans ce débat, parce que nous, on ne fait pas l'univers absolu de Platon, on fait les mathématiques. Mais alors, Roman, ces deux camps, comment est-ce qu'ils essayent de se départager? Eh bien, à coup d'axiomes, c'est-à-dire chaque camp rajoute une petite condition à l'univers des mathématiques, disons, pour aller dans le sens de sa croyance. Mais c'est pas un axiome, c'est-à-dire une condition arbitraire, c'est quelque chose qui doit sembler de bon sens aux autres mathématiciens. Et finalement, entre les deux camps, celui qui produira l'axiome le plus crédible pour l'ensemble des mathématiciens remportera la partie. Ils ont travaillé ensemble pendant des années et mis au point quelques-unes des plus passionnantes théories mathématiques du monde. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir alors plusieurs réponses? Le troisième infini pourrait-il exister et ne pas exister? Bon, alors là, on touche à un problème de croyance scientifique des mathématiciens. Certains considèrent que le monde mathématique existe en soi et donc est unique et bien déterminé, auquel cas il ne peut pas y avoir une question qui a deux réponses diamétralement opposées. De l'autre côté, il y a les mathématiciens qui sont plus relativistes et qui considèrent que finalement, il n'y a aucune raison de penser qu'il existe un seul monde de mathématiques. Il peut en exister plusieurs, des multivers mathématiques finalement. Curieuse tournure des événements. En fait, les mathématiques ressemblent finalement beaucoup à la philosophie. Myrna Jamonia, mathématicienne à l'Institut de recherche en informatique fondamentale de Paris. Absolument, ça c'est très proche de la philosophie. En fait, ce qu'on recherche, c'est de comprendre les fondations de comment pense un mathématicien, comment on pense en mathématiques et de trouver des méthodes générales de réflexion qui vont s'appliquer aux plusieurs domaines de mathématiques. Et ça s'appelle la logique mathématique. La logique en philosophie, bien sûr, c'est très proche. Et il y a aussi la logique informatique. Donc c'est ça, voilà, je me trouve entre toutes ces choses différentes parce qu'en fait, il s'agit de la logique. Roman, si les mathématiciens parviennent un jour à résoudre ce problème de troisième infini, quelles conséquences cela aura-t-il sur les mathématiques? Eh bien, possiblement aucune. Parce qu'en réalité, ces questions de est-ce qu'il y a un infini entre les deux ou est-ce qu'il n'y en a pas intéressent vraiment une toute petite minorité de mathématiciens. La majorité des mathématiciens non accurés ne se posent pas cette question, fait des mathématiques et ne réfléchit pas à l'existence d'un univers mathématique unique, déterminé, ou de la possibilité qu'il y ait un multivers mathématique. Tout ça sont des questions un peu philosophiques. Et finalement, tout ça démontre, s'il fallait le démontrer, l'aspect humain des mathématiques. C'est-à-dire, pour faire des mathématiques, il y a aussi besoin de conviction, parce que les mathématiques qui se font dans ce débat sur le troisième infini sont des vraies mathématiques. Mais derrière, il y a une pensée, une esthétique et finalement une croyance scientifique. Néanmoins, j'ai dit que ça n'aurait aucune conséquence sur les mathématiques. Je voulais dire sur la pratique aujourd'hui des mathématiques. Maintenant, est-ce que ça aura des conséquences sur l'édifice mathématique dans le futur? Alors, ça, personne ne peut le savoir, comme personne ne peut savoir aujourd'hui si les mathématiques qui se pratiquent serviront, par exemple, à décrire le monde physique de manière beaucoup plus claire que la physique quantique. Les mathématiques ont toujours prouvé que finalement, elles s'appliquaient au monde réel et permettaient de le connaître chaque fois mieux. Donc, peut-être que cette question
de l'infini intermédiaire aura des conséquences si jamais elle est résolue un jour. Voilà, vous avez plongé dans la grande quête du troisième infini. C'est peu de le dire, le débat est encore en cours. On peut juste espérer qu'il ne soit pas infini. Vous venez d'écouter Histoire de science. Pour aller plus loin, vous pouvez lire l'article dont est tiré cet épisode et bien d'autres encore dans Epsilon, le nouveau magazine d'actualité scientifique. Et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle Histoire de science.